Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Créateur de mode, pilote de course ou même gendarme, pendant près de 10 ans, Tony Payon, 28 ans, a multiplié les fausses identités pour escroquer des personnes qu'il contactait sur les réseaux sociaux au prétexte de trouver un logement pour la nuit. Depuis 2022, il est également accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes qu'il a arnaquées. Il sera jugé pour ces faits en janvier prochain. Code Source fait le point sur cette affaire avec Nicolas Jacquard, journaliste au service police-justice du Parisien. Le dimanche 20 mars 2022, Tony Payon est à Paris, dans un McDonald's du 13e arrondissement, quand les policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, font irruption. Décrivez-nous la scène. Alors c'est une scène qui est filmée, on pense, par celui qui a piégé Tony Payon. L'image est presque filmée en dessous de la table et donc on voit Payon de face. On voit deux silhouettes de carrure assez imposantes qui arrivent derrière lui. Deux policiers, ils vont encadrer Tony Payon, lui mettre la main sur l'épaule, lui demander de les accompagner. Et Tony Payon s'exécute sans difficulté, il se lève, accompagne les policiers. Alors vous allez nous raconter pourquoi Tony Payon a été piégé et par qui. Mais avant, on va retracer son parcours et on va revenir sur plusieurs années d'escroqueries rocambolesques. Tony Payon est né en Thaïlande le 20 janvier 1996 et il est abandonné par ses parents biologiques quelques mois après sa naissance. Oui, c'est vraiment une existence qui commence presque dans le drame, pourrait-on dire. Un enfant abandonné, on lui explique que quand il a été abandonné à l'orphelinat, il avait les jambes fracturées. On ne sait pas d'où venaient ces fractures, mais lui, très rapidement, en arrivera à la conclusion que ce sont ses parents qui le martyrisaient, même s'il n'en a pas la certitude. En tout cas, il restera avec cette impression ancrée de malheur dès la naissance, et puis un orphelinat avec plusieurs centaines d'enfants, pas assez de personnes pour s'en occuper, et un début dans l'existence, dans une grande misère, et d'abord une grande misère affective. Quand il a 3 ans, il est adopté par un couple de Français, Georges et Brigitte. Qui sont-ils ? Alors, Georges et Brigitte, ce sont deux personnes de la classe moyenne. Lui travaille pour La Poste. Elle a exercé dans différentes professions, mais elle a été secrétaire notamment pour l'armée de l'air. Famille moyenne qui s'installe à Millau, dans l'Aveyron, et qui va essayer de donner au petit Tony toute l'affection dont elle est capable. À quoi ressemble son enfance ? Alors ça a l'air d'être justement une enfance de la classe moyenne, plutôt choyée. C'est un enfant qui va jouer au football, qui va faire du karaté, qui va apprendre le piano, qui a a priori des amis à l'école, même si, dira-t-il plus tard, il souffre quand même de racisme, puisqu'il est d'origine asiatique et c'est pas forcément évident de se faire accepter comme ça dans ces zones rurales ou semi-rurales, mais en tout état de cause, il a l'air d'avoir une enfance plutôt normale. Ses parents adoptifs se séparent quand il entre au lycée et quelques mois avant qu'il ne passe son bac, il apprend que sa petite amie est enceinte. Racontez-nous ce qui se passe. Oui, alors d'abord, ils ont déménagé en fait de Millau à Albi, où Tony est arrivé et où il va faire toute sa scolarité, c'est-à-dire collège et lycée. Il rêve à cette époque-là de devenir styliste. Et puis, quand il est en terminale, il a une petite amie avec laquelle il a une relation suivie. Cette petite amie tombe enceinte, lui se dit à ce moment-là prêt à accepter l'enfant à venir et il expliquera plus tard qu'en fait il a été quelque part exclu par les parents de sa petite amie et il dira que cet enfant qui naît en 2014, il n'aura pas pu en être le père autant qu'il l'aurait voulu. On a l'impression vraiment à ce moment-là d'une forme de rupture dans son parcours puisque quelques semaines avant l'examen du baccalauréat, Tony va arrêter son lycée, il ne va pas se présenter à l'examen. Et puis, c'est là qu'il va entamer une véritable errance, un tour de France dans lequel il va se chercher professionnellement, humainement, et puis qui va vite basculer sur toute autre chose. Tony Payon s'installe à Paris, où il se présente comme un créateur de mode, alors que ce n'est pas le cas. Oui, c'est l'un de ses premiers alias, si on peut dire, l'une de ses premières couvertures. On le disait, il a toujours rêvé d'être styliste et
Quelque part, on a l'impression que par la mythomanie, il va se créer ce parcours qu'il n'a pas le courage ou les moyens d'avoir. Il va se faire passer pour le représentant, le créateur d'une marque de vêtements installée à Rennes qui s'appelle Octobre Noir. Et partout où il passe, il explique qu'il est styliste, qu'il vend des vêtements très haut de gamme. Alors on découvrira après qu'en fait, il achète des jeans imitation créateur qui va revendre 10 fois le prix. Et ce qui au départ est, j'allais dire, un petit mensonge, fait un petit peu boule de neige et puis devient une forme de mythomanie où Payon, comme ça, va commencer à se créer des personnages, à en jouer pour escroquer, exploiter ses interlocuteurs. Avant d'aller plus loin, justement, il ressemble à quoi physiquement, Tony Payon ? Tony Payon, c'est plutôt un petit gabarit, les traits fins, d'origine asiatique, on le disait. Et donc, d'après les descriptions qui en sont faites par ses interlocuteurs, par ses conquêtes, il est décrit comme très beau garçon. Il quitte Paris et il commence alors ce que vous décrivez comme un tour de France des escroqueries. Expliquez-nous d'abord comment il entre en contact avec ses victimes. Alors, majoritairement via les réseaux sociaux, à l'époque plutôt Facebook d'ailleurs que d'autres réseaux sociaux. Alors, à chaque fois, il se donne un petit peu le mauvais rôle en expliquant qu'il est sans domicile fixe, que il a besoin d'un toit pour la nuit. Il va aller sur des sites de couchsurfing, par exemple. Alors, le couchsurfing, c'est le fait d'offrir un canapé, un lit, un toit à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est une manière de loger chez l'habitant. Et puis, également, il a une de ses conquêtes qui est gendarme de réserve, à laquelle il va emprunter son pull siglé gendarmerie nationale. Il va se prendre en photo avec, et ça devient l'un de ses moyens privilégiés pour avoir un toit, puisque à ses interlocuteurs, il explique qu'il est lui-même gendarme, qu'il n'y a plus de place en caserne, et que c'est pour ça qu'il va dormir chez l'habitant. Donc il se fait loger chez ces gens, souvent sous de fausses identités, et il en profite pour leur dérober de l'argent. C'est exactement ça, il sait se faire accepter, et un de ses témoins qu'il héberge chez lui, justement, explique que au départ c'était pour une nuit, puis que finalement Tony Payon s'installe un petit peu plus à demeure, qu'il est extrêmement sympa, qu'au bout de quelques heures ils vont se mettre à faire des super parties de jeux vidéo ensemble, que la discussion est fluide et qu'il est vraiment en confiance. Et puis cette confiance, systématiquement ou presque, elle est trahie, puisque Tony Payon va profiter de l'absence de ses hôtes pour leur dérober la plupart du temps leurs moyens de paiement, et donc essentiellement leur carte bancaire et les coordonnées de carte bancaire. Tous parlent d'un manipulateur, comme ce Montpelliérain qu'il a hébergé chez lui et dit s'être fait voler 400 €. Il s'est présenté comme quelqu'un qui avait une boutique de vêtements, qu'il était gendarme, qui venait de se séparer de son ex avec difficulté. C'était quelqu'un de souriant, gentil, de soigneux aussi. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas douté de quelque chose. À cette époque, Tony Payon passe aussi beaucoup de temps dans les restaurants et les casinos, notamment sur la Côte d'Azur. Comment il finance ce train de vie ? Alors on a le sentiment d'une forme de cavalerie, comme on dit, c'est-à-dire que il va nourrir certaines escroqueries avec celles qu'il a déjà faites, il va voler les gens, et puis cet argent, il le dépense aussi facilement qu'il l'a gagné. C'est quelqu'un qui aime le luxe, qui aime mener la grande vie. Quand il va au restaurant, il va prendre les meilleurs restaurants. Un des restaurateurs, justement, pour lequel Payon sera accusé de filouterie, c'est-à-dire le fait de tout simplement partir sans payer, dira de lui que, en vertu de son âge, il était très surpris de voir quelqu'un qui s'y connaissait autant en gastronomie, en bon vin, et qui était capable d'en discuter de manière absolument crédible. Est-ce qu'on sait combien d'argent lui rapportent ces arnaques à cette période ? Alors c'est extrêmement aléatoire et difficile à préciser, puisque déjà toutes les victimes ne se sont pas forcément fait connaître. Comme on est vraiment sur des victimes à travers toute la France, on disait Paris, mais ça peut être Rennes également, Saint-Nazaire, tout le sud d'où Tony Payon est originaire, donc Albi, Narbonne. À chaque fois, on est sur des sommes qui vont de quelques centaines d'euros, mais jusqu'à aussi plusieurs milliers d'euros. On a une victime parisienne qui souffre d'hémiplégie, et au moment où Payon, on va dire, lui met le grappin dessus, si je puis dire, il va lui faire miroiter des investissements dans une start-up qui, bien sûr, n'existe pas, et en quelques semaines, il va réussir à lui dérober toutes ses économies, soit une somme d'à peu près 20 000 €, que d'ailleurs, elle destinait pour une opération. Dès 2014, Tony Payon est régulièrement condamné. Ce Tour de France des escroqueries va se doubler assez logiquement d'un Tour de France des tribunaux judiciaires.
Et Tony Payon, à partir de 2014, est régulièrement condamné. Alors, ça va crescendo. On a d'abord des petites condamnations plutôt légères de quelques mois de prison, puisqu'on est sur du vol simple. Et puis, plus, j'allais dire, ces escroqueries prennent de l'ampleur, plus les condamnations pleuvent. Au fur et à mesure, en fait, les sursis qui lui ont été donnés sont révoqués. C'est-à-dire qu'une peine de prison qui ne devait pas forcément être exécutée initialement, eh bien, va devenir une peine de prison exécutable. Mais à chaque fois qu'il ressort de prison, eh bien, il ne peut pas s'empêcher de recommencer comme une sorte de fuite en avant. Et puis, précisons là que pour la justice, c'est assez difficile de le mettre hors d'état de nuire parce qu'il change toujours de région, les tribunaux ne communiquent pas forcément entre eux, les victimes également. Au moment où elles se rendent compte qu'elles ont été abusées, le plus souvent, Tony Payon est déjà assez loin, donc c'est assez difficile de le mettre hors d'état de nuire. En 2019, Tony Payon a 23 ans et il est de plus en plus médiatisé. On lui donne d'ailleurs à cette époque un surnom, le Rocancourt du Tarn, en référence à Christophe Rocancourt, un escroc qui avait soutiré de grosses sommes d'argent à des célébrités à la fin des années 90. C'est dans ce fourgon de la gendarmerie que Tony Payon est arrivé au palais de justice. Déjà condamné pour des faits de vol et d'escroquerie, le jeune Tarnais aurait récidivé ces derniers mois, à Albi notamment. 8 plaintes ont été déposées pour un préjudice total de plusieurs milliers d'euros. Au mois de mars, Tony Payon est jugé au tribunal correctionnel d'Albi, notamment pour escroquerie et abus de confiance. Il est comment pendant le procès ? Alors derrière le personnage de l'escroc hableur flamboyant, eh bien on a ce jour-là un Tony Payon beaucoup plus discret, timide, presque mal à l'aise avec cette médiatisation à laquelle il a d'une certaine manière concouru, puisque à ce moment-là, c'est à cette période qu'on découvre vraiment qui est Tony Payon, quelle est l'ampleur de ses escroqueries. Un certain nombre d'articles, notamment dans Le Parisien, lui sont consacrés, des reportages télé également, et on a une forme de paradoxe entre celui qui se présente aux audiences et celui dont on imaginait qu'il était. Qu'est-ce qu'il dit pour se défendre ? D'abord, il raconte un petit peu son parcours. On y dénote une forme justement de solitude affective. On sait que par exemple justement pour ce qui est de la question de ses origines, il a un moment cherché en Thaïlande à savoir d'où il venait et les portes se sont un petit peu fermées. Il s'est rendu compte qu'il n'obtiendrait pas grand-chose de ce passé-là. Et voilà, donc lui explique qu'il est aussi en difficulté financière, que il essaye de s'en sortir et puis que parfois il a ce pas de côté, quoi. Tony Payon est condamné à 2 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et il a l'obligation de rembourser ses victimes. Dans les années qui suivent, plusieurs plaintes sont déposées contre lui et un mandat d'arrêt est émis à son encontre en 2021. Mais à ce moment-là, Tony Payon a quitté la France et il s'est installé en Pologne. Oui, parce que Tony Payon, il a toujours, presque un coup d'avance. Et en 2022, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et Tony Payon, il sait très bien que justement, c'est un climat absolument propice pour perpétrer ces escroqueries. Il est où exactement ? Alors, il va d'abord se rendre dans un camp de réfugiés à la frontière polonaise. Il accompagne à ce moment-là des bénévoles d'une association basée à Marseille. Bénévoles qui d'ailleurs, pour la plupart, sont d'anciens militaires. Et Tony Payon, encore une fois, va parfaitement donner le change puisque quand il a des discussions préalables avec cette association-là, il se fait lui-même passer pour un ancien militaire. Alors, on sait qu'il a tenté, c'était aussi un de ses rêves à un moment, de rentrer à la Légion étrangère. Il a été refusé en raison de son casier judiciaire, mais ça lui a donné quand même une petite notion de ce qu'était l'armée, et il s'en sort très bien. Il se donne même un surnom, Tango, comme la lettre T dans le langage militaire international, et d'ailleurs, les militaires de cette association diront qu'ils n'y ont vu que du feu, et que sur les questions militaires, Tony Payon semblait parfaitement crédible. À mesure que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'intensifie, Tony Payon voit aussi l'opportunité de vendre du matériel militaire qu'il n'a en réalité pas en sa possession. Oui, parce que au-delà de la question des réfugiés, Tony Payon se dit aussi qu'il y a un énorme marché à prendre. On sait à ce moment-là que l'armement afflue en Ukraine de la part des États, mais pas seulement. On a aussi des filières d'acheminement qui sont un petit peu annexes, dirons-nous. Il va repérer une société privée qui justement peut faire ce type de commerce-là, alors sans forcément que ce soit des armes en elles-mêmes, mais il y a plein d'autres choses dont une armée a besoin en termes de logistique, et Tony Payon va s'engouffrer dans cette brèche. Il va se faire passer pour le gérant, le représentant de cette société, et aux personnes qu'il croise, il va expliquer qu'il a pour plusieurs millions d'euros de matériel à vendre, 5 millions exactement.
Le problème pour lui, c'est que le gérant de cette société va être averti, il va faire quelques recherches sur Tony Payon. Plutôt que tout de suite s'affoler, il va rentrer en contact avec Payon, lui-même se faire passer pour un acheteur potentiel, et il va lui donner rendez-vous dans un McDo du 13e arrondissement à Paris. On en revient au début de cet épisode de Code Source. La BAC, la Brigade Anticriminalité, interpelle donc Tony Payon en mars 2022. Il est incarcéré et à cette période, il fait aussi l'objet d'une enquête pour viol et agression sexuelle. À ce moment-là, Tony Payon fait l'objet d'une information judiciaire qui remonte à 2021 pour des faits de viol et agression sexuelle sur des jeunes femmes qu'il avait déjà escroquées, qui faisaient partie de ces victimes d'escroquerie. Alors, ces faits auraient commencé en 2015, c'est-à-dire à peu près au moment où justement il se lançait dans ce tour de France des escroqueries. Et puis, il se serait étalé jusqu'en 2021. La justice, en tout cas, a retenu 5 viols présumés ainsi qu'une agression sexuelle. Une de ses premières victimes s'appelle Alexandra. Elle a porté plainte dès 2018. Oui, alors Alexandra, c'est une jeune femme qui se cherche un petit peu, qui à ce moment-là est en difficulté. Tony Payon, à cette période, a lui-même un appartement. Ils sont plus ou moins amis, ils se sont rencontrés sur les réseaux et Alexandra doit repasser chez lui pour lui ramener ses lunettes. Elle ne sait pas où dormir. Tony Payon lui propose de dormir sur place. Alexandra a elle-même un petit ami. Tony Payon lui assure qu'il ne tentera rien. Et quand elle se réveille le lendemain matin, elle a une sorte de flash de la soirée qui s'est écoulée. Elle ne sait plus très bien ce qui s'est passé. Alors, ils ont consommé de l'alcool, du cannabis, mais elle a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose de grave. Elle a vraiment le sentiment qu'elle a à la fois été droguée et abusée par Tony Payon. Alors elle va faire des examens, notamment pour tenter de mettre en évidence la présence par exemple de GHB dans les cheveux d'Alexandra. Le GHB, c'est cette drogue qui est utilisée par certains violeurs. Les résultats s'avéreront négatifs, mais Alexandra reste persuadée qu'elle a été violée ce soir-là. Une autre femme dit avoir été violée par Tony Payon en 2015, quand elle avait 19 ans. Elle s'appelle Tamara. Racontez-nous son histoire. Oui, alors l'histoire de Tamara, j'allais dire, elle est tristement emblématique et similaire presque à celle des autres jeunes femmes qui ont été abusées par Payon. Tamara, c'est quelqu'un qui était mal dans sa peau, qui souffrait de dépression. Elle a rencontré Payon, on est à ce moment-là à l'automne 2015, dans la région de Rennes. Tamara vit chez sa maman, elle est sous traitement anxiolytique à ce moment-là. Tony Payon se présente à elle comme quelqu'un de très malheureux, dans la difficulté, quelqu'un qui est sans domicile fixe, et ils deviennent amis, et Tamara lui propose de dormir chez elle, donc chez sa maman à elle. Il y a d'abord 2 nuits, et ça, Tamara s'en rendra compte après, mais où elle a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, mais comme elle a un sommeil qui est alourdi par les anxiolytiques, là encore, elle est un petit peu dans le doute de ce qui a pu se produire, et par contre, ce qui lèvera, et c'est dramatique pour elle, ce doute, c'est que dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, une fois encore, Tony Payon dort chez elle, et là, le doute n'est plus permis, puisque Tamara se réveille pendant la nuit. Tony Payon est en train de la violer. Le lendemain, elle n'ose pas déposer plainte tout de suite. Elle est traumatisée par ce qui s'est produit. Et c'est à ce moment-là que les 2 soirées précédentes, les 2 viols précédents lui reviennent en mémoire. Elle se dit, voilà, il y a dû se passer quelque chose avant ce viol du 31 décembre. Le point commun de ces femmes, Nicolas Jacquard, c'est qu'elles sont particulièrement vulnérables au moment de leur rencontre avec Tony Payon. Oui, on a vraiment l'impression que pour les escroqueries comme pour ces viols présumés, Tony Payon sait parfaitement choisir ses proies. À chaque fois, donc, on est sur des jeunes femmes qui ont à peu près le même âge que lui, des jeunes femmes qui sont un petit peu perdues dans leur vie, qui se cherchent, qui sont pour certaines un petit peu en rupture familiale. Et à chaque fois, Tony Payon va les mythifier pour commencer, va se faire beau, va leur expliquer un petit peu quel personnage il est. On le disait en s'inventant des alias, des vies. On a parlé de gendarmes, de stylistes, mais il y en a plein d'autres. Il se fait passer pour un pilote de l'écurie BMW. Enfin voilà, à chaque interlocuteur, il va servir un petit peu ce que l'interlocuteur a envie d'entendre. Pourquoi ces plaintes pour viol et pour agression sexuelle, dont certaines remontent à 2018, n'ont pas été prises en compte plus tôt ?
Alors, c'est assez difficile à dire. On a d'abord, rappelons-le, comme un gros travail des gendarmes en charge de l'enquête, parce que ce sont eux qui, dans la foulée de la première plainte, vont aussi, pour certaines des victimes, les contacter, vont faire un travail aussi de veille sur les réseaux sociaux, parce que certaines victimes, justement, avaient posté, c'est le cas de Tamara, des messages en ligne pour alerter les jeunes femmes qui croiseraient la route de Peillon, mais sans forcément oser passer la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Et donc les gendarmes vont faire ce gros travail de recoupement. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a dès cette période-là des plaintes qui visent Tony Peillon pour des abus sexuels ou des viols, et qu'il va falloir attendre véritablement 2021 pour qu'un mandat d'arrêt soit émis par la justice et que Tony Peillon soit recherché puis poursuivi pour ces faits. Alors aussi, à la décharge de la justice, il faut rappeler que Tony Peillon, c'est quelqu'un qui ne reste jamais longtemps au même endroit. On a de multiples procédures qui sont ouvertes dans différents ressorts, c'est-à-dire que vous avez une plainte qui va être gérée par la justice à Narbonne, une autre à Albi, une autre à Rennes, et ce travail de recoupement et de regroupement du dossier judiciaire va prendre un certain temps. Tony Peillon sera jugé en janvier pour 5 viols et une agression sexuelle présumée. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Nicolas Jacquard, quel est l'enjeu de ce nouveau procès ? Alors l'enjeu, au-delà de savoir si Tony Peillon est coupable des faits qui lui sont reprochés et des années de prison qui s'en suivront, c'est aussi de comprendre qui il est vraiment, puisque au fil des jugements pour escroquerie, d'ailleurs c'est son avocate historique qui avait demandé à ce que des expertises psychologiques et psychiatriques soient faites. Elles ne l'avaient pas été jusque-là, elles l'ont enfin été dans le cadre de cette information judiciaire pour les viols. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est quelqu'un qui a de profondes failles narcissiques, on le comprend au regard de son passé, et quelqu'un qui a tendance à faire des autres un instrument, de les utiliser, de les manipuler. Alors, c'était vrai pour l'escroquerie, et maintenant, ce sera à la justice de dire si, également, Tony Peillon agit de la même manière envers ces jeunes femmes. Merci à Nicolas Jacquard. Cet épisode a été produit par Camille Ruiz, Barbara Gouy et Clara Grouzis. Réalisation, Marek Panchaud. Si vous aimez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien. Laissez-nous des pouces en l'air ou de petites étoiles et ne ratez pas non plus Crime Story. Chaque semaine, Claudia Prolongeau raconte une nouvelle affaire criminelle avec le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.